première, historiquement d'ailleurs, celle qui était la première dans ma carrière, c'était un problème de, je dirais, productivité interne lié à un site, enfin sur un certain nombre de sites, dans un groupe où le benchmark avait montré, en faisant la comparaison de ces sites avec d'autres dans le monde, qu'il y avait un vrai problème d'efficience opérationnelle qui se chiffrait à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, clairement, pour ce site, soit cet écart était comblé de manière significative, voire totale, soit il y avait un vrai problème de pérennité. Et donc, c'était la première expérience, comment faire en sorte que ce site retrouve son niveau de compétitivité qui lui permettrait de perdurer. La deuxième était un problème, l'expérience, c'était en fait la société était confrontée à un problème, je dirais, externe, puisque c'était tout simplement ces produits qui, pour des raisons environnementales, devaient être bannis, c'est-à-dire ne plus recevoir l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, face à ça, il y avait finalement que deux scénarios. Soit la fermeture de la partie fabrication sur ce site, ce qui par voie et effet domino aurait entraîné vraisemblablement la fermeture de toutes les activités industrielles de ce site, notamment la partie logistique, soit trouver un autre produit qui venait en remplacement des produits sur lesquels ils avaient acquis des compétences depuis de longues années, et trouver ce produit, sachant qu'il fallait bien entendu faire en sorte qu'il soit reconnu et accepté au niveau législatif, et ensuite faire en sorte aussi, c'était le deuxième problème, qu'il puisse être produit dans ce site avec un niveau de compétitivité qui ferait qu'on n'allait pas avoir l'idée de démarrer ce nouveau produit ailleurs que sur ce site, et notamment puisqu'on était en compétition à l'époque avec un site d'Europe de l'Est. Voilà, donc de faire en sorte qu'il soit démarré en France et non pas en Europe de l'Est. Voilà les deux, je dirais, cas d'école que j'ai eu à combiner. Avant de parler de ces facteurs clés, il y en a peut-être un qui est le facteur 0, et que je voudrais rappeler, qui est que partout où je suis intervenu, en fait, et c'est ça qui est intéressant, la compétence intrinsèque, à la fois du management et des équipes sur leur sujet, leur marché, leurs produits, la façon d'aborder le marché, tout ça a été bien connu et en fait, j'ai pas eu d'apport sur ces sujets-là. Ils étaient déjà largement et intrinsèquement bien intégrés à l'entité sur laquelle j'exerçais. Par contre, je pense que effectivement, il y a besoin dans ces périodes-là de quelqu'un qui s'affirme en leader, on va le voir, pour pouvoir, je dirais, amener l'ensemble de l'entité à faire en sorte que ce projet soit un succès. Alors le premier facteur clé, évidemment, il paraît évident, et il faut que ce leader soit convaincu du projet. Il faut qu'il soit convaincu en termes, je dirais, il faut moi j'y ai toujours adhéré avec mes tripes, et j'ai toujours pensé qu'effectivement c'était des projets qui méritaient et qu'il fallait impérativement essayer de conduire jusqu'au bout. La deuxième chose, je l'ai dit assez tout à l'heure, on n'est pas seul. Donc en fait, il faut aussi que ce projet soit accepté par tout ce qui va être l'environnement. Alors l'environnement il est d'abord interne, c'est bien entendu le management et les gens de la société. Donc il faut là que la structure de management y adhère. Je dirais, et ma foi, parfois ça arrive, s'il y a des gens qui n'adhèrent pas, il faut savoir reconstruire l'équipe pour que le management y adhère. Ensuite, il faut que les employés y adhèrent, et parfois ça va plus loin. Quand j'ai parlé de la partie liée à l'aspect législatif de l'autorisation de mise sur le marché du produit, il est clair que là, il faut savoir aussi faire adhérer à la fois les politiques locaux, au niveau national, parfois même des ONG ou autres, pour faire en sorte qu'effectivement on ait une adhésion au projet
de l'ensemble de l'environnement. Et je voudrais surtout pas oublier aussi deux points importants, qui sont, il faut que les clients y adhèrent. Dans le deuxième cas, il est vrai qu'on a eu un support très fort des clients, ce qui est de toute façon, du point de vue aussi émotionnel, quelque chose d'important. Et d'autre part, bien entendu, il faut que les institutions représentatives du personnel y adhèrent aussi, avec leur angle de vue, bien sûr, mais il faut qu'ils puissent y adhérer aussi. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense que, je vais le commencer comme ça, si on veut mener un tel projet, il ne faut pas que ce soit du wishful thinking. Le projet, il a besoin d'être crédible, il a besoin que tout le monde y adhère, je l'ai dit, et donc à ce titre, il est important qu'on soit capable d'y mettre, d'abord faire un constat, hein, que le constat soit bien établi et que ce constat soit partagé. Ensuite, d'y mettre des actions précises, chiffrées, que l'on puisse mesurer, et tout ça dans un planning. Alors, vous allez dire, c'est pas non plus Deus ex machina, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut pouvoir effectivement faire en sorte que ça, petit à petit, toutes ces informations sur le projet soient connues. Ensuite, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'il faut que l'on puisse, sur ce projet, communiquer et faire en sorte que il soit connu, que tout le monde sache où on en est. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, on va parler de projets qui s'étalent parfois sur 1 an, 2 ans, et il est clair que c'est pas on fait une communication et 1 an plus tard on y arrive. Donc il faut pouvoir communiquer, il faut que l'on attire aussi l'adhésion de l'ensemble de ces différentes parties que j'ai citées au début, hein, y compris, et ça c'est important, les sièges dans les grands groupes. Et donc là c'est important de communiquer. Mais à nouveau, il faut savoir communiquer avec des résultats tangibles, avec communiquer aussi ses difficultés. Je crois que ça c'est important. Et ça se fait aussi par des actions terrain sur lesquelles on pourra avoir l'occasion de revenir. Mais je pense qu'il faut être dans ces cas-là aussi très proche du terrain et être vraiment en osmose avec toute la société. C'est certainement plus facile, et je parle moi là, je ne l'ai pas évoqué, mais d'expérience sur des entités où le management de terrain, on était jusqu'à même quelques milliers de personnes parfois, mais en tous les cas, le management de terrain pouvait se faire. Alors, on en a un peu parlé, hein, mais je crois qu'effectivement, alors je vais continuer sur ce que j'ai dit, il y a deux points qui me paraissent extrêmement importants. D'abord, il y a un aspect managérial, donc il faut pouvoir avoir une équipe avec soi soudée, qui croit au projet. Donc vis-à-vis de ce management, il est effectivement très important de faire en sorte que on se dise les choses, qu'on soit près d'eux, et qu'on puisse communiquer de façon très pragmatique et sans, et je pense que là c'est extrêmement important, avec une responsabilisation de ce management. Il faut que le management sente qu'il fasse partie de ce projet, sente que ce n'est pas un projet qui se fait derrière lui, c'est un projet auquel il doit adhérer, et auquel il doit être fier d'appartenir. Et donc, à ce titre, évidemment, il ne peut pas, à mon sens, y avoir de cachotterie. Il faut faire des points opérationnels très précis et faire en sorte qu'effectivement le management, lui, soit un bon relais vis-à-vis du projet qu'on va mettre en place. Ensuite, ça n'empêche pas, et ça je pense que c'est extrêmement important, ça n'empêche pas d'être aussi en lien fort avec le terrain. Et ça se passe parce qu'il va y avoir aussi, bien souvent, un changement, qu'on le veuille ou non, il y a aussi des changements à apporter. Alors après, c'est des changements auxquels moi je crois, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit capable d'apporter des solutions opérationnelles, d'être sur le terrain, de faire en sorte qu'on pèse les difficultés qu'ont les gens et qu'ils voient qu'on s'occupe aussi de leurs préoccupations. Et ça peut aller dans des points de détail. La communication, ce n'est pas uniquement des grands slides et des informations, je dirais, sur l'écran de télé de l'atelier. De simplement donner des signes. Quand on croit à un projet, il faut aussi savoir parfois faire des investissements. Et je pense que notamment, là, j'ai en tête, que changer la façon dont on fait la logistique interne d'une société pour être plus efficace, ça peut nécessiter un investissement. Et le fait de faire cet investissement, c'est une communication très positive pour dire on y croit, on y va. Et l'autre point, moi je crois, en termes de communication de l'état d'esprit, c'est vis-à-vis des équipes,
d'être exemplaire, hein, et d'être vraiment aussi sur le terrain, capable de montrer, quand on veut faire des réductions de coûts, eh bien, il est clair qu'il y a des petits signes qui montrent que tout le monde, la direction, le management, on travaille tous par exemple sur cette réduction de coûts et qu'on y attache de l'importance. Donc ça aussi, je crois que ce qui est important, c'est d'être capable de montrer qu'on est tous dans le même bateau, capable de montrer qu'on a tous le même objectif et qu'on va tous y adhérer et qu'on agit tous dans le même sens. Là, comme moi, j'aime à exercer cette communication. Bien, ces deux expériences, effectivement, ont eu des conclusions positives, hein, puisque dans les deux cas, alors dans le cas premier, je parlais, c'était un problème on va dire, de compétitivité interne au sein du groupe, avec on avait beaucoup travaillé notamment sur tout ce qui est connu aujourd'hui et mentionné plusieurs fois, mais surtout les gaspillages internes en fait. Hein. Et donc là, on a fait le travail de telle sorte qu'effectivement, ce soit un accomplissement pérenne. On l'a fait dans un temps plus réduit que celui qui avait été estimé au départ. En 18 mois, quasiment, les gains opérationnels étaient là. Et je le rappelle, c'était quelques dizaines de millions d'euros. Et les commandes internes, parce qu'il faut bien voir que dans un grand groupe, en fait, il faut qu'un site soit attractif. Et les commandes internes sont revenues sur les lignes de produits que le site était capable de faire. Et aujourd'hui, ce site est toujours en activité. De même, pour la deuxième expérience, on a réussi à effectivement faire en sorte que le produit dont je parlais soit accepté en termes de mise sur le marché, deux, soit produit en France, dans l'usine qu'il avait développée, et aujourd'hui, ce site est toujours actif. Pour être tout à fait clair, il n'est plus nécessairement uniquement un site de production, même il n'a plus de production, mais par contre, c'est resté un des rares sites industriels de ce groupe en France.